Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir rapidement sur la situation politique en France, puis je vous parlerai de deux actions éligibles PEA dans le secteur bancaire que je connais bien car j'y travaille, puis dans une dernière partie je vous présenterai également deux actions américaines qui touchent à la prochaine révolution, le quantique. Si vous appréciez ce format et que vous aimez mon contenu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça m'encouragerait énormément. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis perso et ce que je compte faire. Donc avant de parler du secteur bancaire et des grandes révolutions qui arrivent, il faut commencer par la situation politique française, parce qu'elle influence directement la bourse. François Bayrou, le Premier ministre, a choisi de soumettre son gouvernement à un vote de confiance. C'est un pari risqué et si ça ne passe pas le 8 septembre, la France se retrouvera sans budget pour 2026. Autrement dit, l'un des piliers de la zone euro, la deuxième économie du continent, avancerait sans feuille de route budgétaire claire. Évidemment, Bruxelles et les investisseurs suivent ça de très près. Alors logiquement, on pourrait s'attendre à une panique sur les marchés, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Et c'est là que c'est intéressant, la zone euro a énormément gagné en solidité depuis la crise grecque et les tensions italiennes d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, même avec une France au bord du blocage politique, les spreads de taux, c'est-à-dire les primes de risque que payent les États pour emprunter, restent à des niveaux historiquement bas. En clair, les investisseurs ne croient pas en une crise systémique européenne. Mieux encore, depuis quelques mois, les banques européennes arrivent à se refinancer, parfois à un coût inférieur à celui de l'Allemagne, qui est pourtant noté AAA. Concrètement, ça veut dire que les marchés ont plus confiance à court terme dans les bilans des grandes banques européennes que dans la dette publique allemande. Un paradoxe total, mais révélateur d'une chose. La haute finance considère la zone euro comme un bloc solide. Pour autant, le problème français reste bien réel, la note de crédit de la France est sous surveillance. Les agences de notation comme Fitch, Moody's, Standard & Poor's pourraient dégrader cette note dans les prochains mois. Ce ne serait quand même pas dramatique, on resterait dans la catégorie investissement de qualité. Mais cela alourdit le coût de financement de l'État et par ricochet, celui de ses banques et de ses assureurs. Car il ne faut pas oublier que leurs bilans sont remplis d'obligations souveraines françaises. C'est pour ça que les valeurs financières françaises ont fortement reculé ces dernières semaines. La Société Générale, le Crédit Agricole, BNP Paribas, elles sont en première ligne si la situation politique s'aggrave. Pourtant, certains analystes voient dans cette correction une opportunité d'achat. Justement parce que les banques européennes sont aujourd'hui bien mieux capitalisées qu'en 2010 avec un ratio de fonds propres moyen de 18% et des revenus soutenus par la hausse des taux. On arrive donc naturellement à la question clé. Dans ce contexte, quelle banque privilégier entre BNP Paribas, qui reste ma valeur préférée dans le secteur, et je précise que je suis actionnaire avec un PRU à 56,5 €, et Crédit Agricole où je suis également actionnaire avec un PRU à 11 €. Il est donc intéressant de comparer leurs forces et leurs faiblesses pour comprendre où se trouvent les meilleures opportunités d'investissement. Allez, on commence avec BNP Paribas, c'est le champion de la diversification. BNP, c'est la première banque française par capitalisation boursière, plus de 85 milliards d'euros. Et c'est l'une des toutes premières en Europe. Ce qui fait sa force, c'est son modèle extrêmement diversifié. Elle est présente dans la banque de détail en France, en Belgique et en Italie, la banque de financement et d'investissement, la gestion d'actifs et les services financiers spécialisés. Cette diversification géographique et métier lui permet de réduire sa dépendance à l'économie française. Contrairement à la Société Générale ou Crédit Agricole, BNP tire une part significative de ses revenus hors France, notamment en Italie avec BNL, en Belgique avec BNP Paribas Fortis et également aux États-Unis. En 2024, le PNB, produit net bancaire, a augmenté de 3,8% sur la période à 16,96 milliards d'euros. Sa rentabilité des fonds propres tourne autour de 11%, qui est très solide pour une banque européenne. Côté solidité, son ratio de solvabilité est supérieur à 13%, au-dessus des exigences réglementaires, ce qui lui donne une marge de manœuvre confortable. Enfin, BNP a mené une politique de redistribution attractive, un dividende généreux couplé à des rachats d'actions pour un dividende aux alentours des 6%. BNP, c'est donc une très grosse banque, de l'internationalisation et de la solidité. Mais ses forces ont un revers, sa valorisation un peu exigeante. Elle se paye aujourd'hui à près de 8 fois les bénéfices attendus, un multiple supérieur au Crédit Agricole, signe que le marché reconnaît sa qualité. Le Crédit Agricole, lui, c'est la stabilité et le rendement. Face à BNP, Crédit Agricole affiche un profil domestique, mais tout aussi intéressant. Sa capitalisation boursière est légèrement inférieure, autour de 46 milliards d'euros, mais son modèle est unique. Il repose sur une organisation coopérative avec un réseau de caisses régionales extrêmement solide. Le Crédit Agricole reste donc centré davantage sur la France et l'Europe, là où BNP est tourné vers la Banque d'investissement internationale, Crédit Agricole mise beaucoup sur des métiers récurrents et résilients. L'assurance où il est leader en France avec Pacifica, la gestion d'actifs avec Amundi qui est une très belle action au passage et qui est le premier gestionnaire d'actifs européen. C'est un peu le BlackRock français.
français et la banque de détail avec un ancrage régional fort. Cette structure le rend moins exposé au marché des capitaux mondiaux, mais plus robuste face aux crises locales. Son produit net bancaire est évidemment inférieur à celui de BNP, mais sa rentabilité reste régulière. En 2024, il affichait un résultat net autour de 6 milliards d'euros. Côté solidité, Crédit Agricole dispose de fonds propres supérieurs à 12%, également au-dessus des exigences. Son grand atout, c'est le rendement pour l'actionnaire. Le dividende représente près de 7,5%, supérieur à celui de BNP, et comme le marché le valorise avec une décote historique par rapport à BNP, son PER est souvent aux alentours de 6 fois les bénéfices. En résumé, BNP Paribas, c'est la croissance, la diversification internationale, la solidité et une valorisation plus élevée. C'est la banque des investisseurs de long terme qui croient en la puissance d'un acteur global. Le Crédit Agricole, c'est la stabilité, un modèle résilient, un rendement très généreux et une valorisation décotée. C'est la banque des investisseurs à la recherche de revenus réguliers. Dans un contexte politique incertain, certains investisseurs vont privilégier Crédit Agricole pour sa résilience et son rendement élevé, mais personnellement je garde une préférence pour BNP Paribas. Mais au-delà de la situation française et de ses banques, l'investisseur de long terme doit aussi s'intéresser aux grandes révolutions technologiques. Après l'IA, une autre thématique est en train de monter en puissance, c'est l'informatique quantique. Et pour l'illustrer, deux grands géants américains offrent un contraste passionnant. C'est IBM et Alphabet. Commençons par IBM. Longtemps considéré comme un dinosaure de la technologie, le groupe s'est profondément transformé au cours de la dernière décennie. Sa stratégie repose désormais sur deux piliers. D'une part, le cloud hybride, renforcé par l'acquisition de Red Hat, et surtout l'informatique quantique, domaine où IBM revendique un rôle pionnier. IBM a déjà mis à disposition de ses entreprises ses premiers processeurs quantiques. Sur le plan financier, IBM n'est pas une entreprise de forte croissance, son chiffre d'affaires se maintient aux alentours des 55 milliards de dollars par an, mais ses marges progressent grâce à l'importante croissance des revenus récurrents issus de ses services. Pour l'investisseur, IBM représente un mélange intégrant une valeur défensive qui distribue un dividende supérieur à 2,5% et en même temps un pari sur l'avenir grâce à sa recherche dans le quantique. Face à lui, nous avons Alphabet, maison mère de Google, qui adopte une approche très différente. Là où IBM joue la carte de la transparence et de l'industrialisation progressive, Alphabet avance dans une logique plus audacieuse à travers sa division dédiée au quantique. En 2019, le groupe a fait grand bruit en annonçant avoir atteint la suprématie quantique, avec un calcul réalisé en quelques minutes qu'un supercalculateur aurait mis des milliers d'années à exécuter. Depuis, Alphabet continue d'investir lourdement, mais de façon plus discrète que son rival. Les détails techniques filtrent peu et l'entreprise préfère mettre en avant ses autres relais de croissance, notamment l'intelligence artificielle avec Gemini et son activité dans le cloud. Pour l'investisseur, le quantique chez Alphabet n'est qu'un levier de croissance parmi d'autres. Le groupe reste une machine à cash grâce à la publicité en ligne et un acteur incontournable de toutes les grandes révolutions technologiques. Au final, tout dépend du profil de l'investisseur. Recherche-t-on la sécurité et les revenus réguliers ou préfère-t-on miser sur l'avenir et l'innovation? Une chose est certaine, que ce soit dans nos banques françaises ou dans les géants technologiques américains, le dilemme reste le même. Il s'agit toujours d'arbitrer entre résilience et innovation. Et c'est précisément cette balance qui construit un portefeuille long terme dans la durée. Mais oui, c'est clair. Concernant mon avis perso, pour les bancaires, je vais privilégier BNP Paribas, qui a un profil plus intéressant à mon sens que Crédit Agricole en vue de sa diversification, mais je renforce pas actuellement, ce sont des valeurs cycliques qui peuvent facilement corriger. J'attends donc une baisse pour renforcer cette action PEA. En ce qui est d'Alphabet et IBM, de mon côté, je vais pas prendre de nouvelles positions pour le moment. Je suis déjà actionnaire d'Alphabet, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je considère cette entreprise comme un pilier de mon portefeuille sur le long terme. Tant que le marché reste à ces niveaux, je préfère ne pas surpondérer davantage, mais si une correction devait se produire, ce serait clairement une opportunité pour renforcer ma ligne Alphabet. Concernant HBM, je reste attentif. La société est intéressante pour son rôle de pionnier dans le quantique et pour son dividende régulier, mais elle ne correspond pas totalement à ma stratégie actuelle. J'observe donc sans rentrer pour l'instant. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker et vous abonner, ça m'encouragerait énormément. Merci à tous et bon investissement.